Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Taximedia Show. 10 minutes pour trancher. On me signale que nous avons au téléphone Maître Elom Kpadé, le conseil de Ferdinand Haïté de Joël Lega dans l'affaire, qui les oppose donc au ministère public, le parquet, donc le procureur. Maître Elom Kpadé, bonjour. Oui, bonjour Eric. Alors, merci d'avoir accepté d'être avec nous au téléphone ce matin. Je suppose que vous avez écouté, vous aussi comme nous, le procureur de la République hier. D'ailleurs, vous l'avez réécouté ce matin sur nos antennes. Alors, depuis une semaine, vous êtes dans une bataille juridique aux côtés de vos clients, Ferdinand Haïté, Joël Lega, nos confrères, face au procureur de la République. Quelle est la situation aujourd'hui, Maître Elom Kpadé? Oui, la situation aujourd'hui peut être résumée en une seule phrase. Vos confrères sont placés sous mandat de dépôt et le dossier suit son cours normal au niveau du juge d'instruction. Donc, Ferdinand Haïté et Joël Lega sont placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction qui est en train d'instruire valablement le dossier. Donc, c'est ça. Très bien, on a compris. Alors, depuis une semaine maintenant que nos confrères Ferdinand Haïté et Joël Lega sont dans les mailles de la justice, dans une affaire, les opposant donc au procureur de la République, puisque finalement, vous nous le direz que c'est le procureur qui s'est auto-saisi après une dénonciation dans cette affaire. Quand vous écoutez le procureur dont on vient de diffuser la communication hier faite sur la télévision togolaise, est-ce que, Maître Elom Kpadé, les choses se sont passées comme cela? Oui, ce que je peux dire sur la sortie du procureur de la République, c'est très simple. Il est dans son rôle, il est dans son job. Mais en ce qui me concerne en tant qu'avocat, des 3 journalistes qui sont inculpés, je peux dire que nous sommes dans l'obligation de faire preuve de pédagogie pour que ceux qui nous écoutent, la population togolaise, soit suffisamment informée et outillée pour apprécier à sa juste valeur ce qui se passe par rapport aux 3 journalistes en question. En réalité, je dirais que les journalistes en question au Togo sont soumis dans leur globalité à ce que nous appelons le code de la presse. Le gouvernement a fait un grand pas en avant en dépénalisant en 2004 ce que nous pouvons appeler les délits de presse. Mais vous allez me poser la question de savoir, mais si les délits de presse sont dépénalisés, pourquoi alors les journalistes en l'espèce sont poursuivis, arrêtés et écroués? Celui qui poursuit, qui est le procureur de la République, estime que les 3 journalistes ont animé une émission sur YouTube et que les dispositions de l'article 3 alinéa 2 du Code de la presse excluent du champ d'application de ce code les réseaux sociaux. Tout le débat que nous sommes en train de mener depuis jeudi à aujourd'hui est là-bas. Est-ce que YouTube fait partie des réseaux sociaux de sorte à rentrer en poursuite contre ces journalistes-là sur la base de l'alinéa 2 de l'article 3? J'avais dit tantôt qu'il est important qu'on fasse preuve de pédagogie. Dans ces conditions, je pars d'abord de ce que nous appelons les fondamentaux du droit pénal. Premièrement, le droit pénal dit que le procureur ne peut pas poursuivre s'il n'y a pas de test qui établisse formellement l'infraction pour laquelle la personne est poursuivie. Le même code pénal, ou bien le même droit pénal, nous dit que les exceptions doivent être interprétées de manière stricte. Je reviens alors à notre code de la presse. L'article 5 de ce code a procédé à ce que nous pouvons appeler la définition des expressions qui sont utilisées dans le code de la presse.
En aucun moment, le législateur togolais n'a défini ce que nous pouvons appeler réseaux sociaux. Et donc, il y a ce que chaque juriste qualifie de vide juridique autour de la question. Si le code de la presse n'a pas défini alors ce qu'on peut appeler réseaux sociaux, il est nécessaire qu'on retourne au code pénal. Le code pénal non plus ne l'a pas fait. Donc, ce qui voudra dire que aussi bien le code de la presse que le code pénal n'a défini ce que nous pouvons appeler par réseaux sociaux au Togo. Vous pouvez alors me poser la question de savoir, mais sur quelle habilitation légale précise le procureur est en train de poursuivre mes clients. Je me pose également la même question, puisque si nous nous référons au principe du droit pénal que j'ai tantôt évoqué, vous allez voir que il y a ce que nous pouvons qualifier d'un vide juridique. Alors, on retourne au créateur même de ce que nous appelons YouTube, ces créateurs qui en réalité sont des Américains. Si vous faites des recherches autour de la notion, les Américains ne classent pas le YouTube parmi les réseaux sociaux. Les Américains ont fait une classification exhaustive de ce que nous appelons les réseaux sociaux. Il y a WhatsApp, il y a Imo, il y a Instagram, un peu tout. Mais YouTube n'en fait pas partie. Pourquoi YouTube n'en fait pas partie? Parce que ce qui caractérise essentiellement les réseaux sociaux, c'est deux choses. Il y a la possibilité d'une discussion horizontale entre les intervenants et l'obligation faite pour ceux qui sont sur ces réseaux d'avoir ce que nous appelons un compte. Ce n'est pas le cas de YouTube parce que un kidam peut naturellement avoir accès à YouTube, voir les vidéos là-dessus. C'est ça la particularité de YouTube. Donc, par rapport à tout cela, je suis alors dans l'obligation de demander sur quel fondement exactement on poursuit mes clients. Le législateur du Code de la presse n'a absolument rien dit sur la question. Et dans ces conditions, on dit souvent en droit le doute profite à l'accusé et pourquoi pas le flou. Le flou autour de la question devrait naturellement s'interpréter au bénéfice de ces trois journalistes qui sont arrêtés. Nous sommes dans les fondamentaux purs du droit pénal. Donc, je ne comprends pas véritablement qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui pousse le procureur à rentrer alors en condamnation, pas en condamnation, mais en poursuite directement contre ces journalistes qui sont arrêtés. Vous comprendrez sur la base de tout ce que je viens de dire qu'il n'y a pas véritablement d'assises légales, d'assises juridiques. On ne peut pas sous-entendre que la seule volonté du procureur fera désormais office de norme, c'est-à-dire que si le procureur estime que bien le législateur n'a pas dit ceci, et donc moi j'en déduis que c'est ce qui sera fait, c'est ce que le législateur a essayé de dire. Le droit pénal fonctionne de manière stricte. En droit pénal, on ne raisonne pas par déduction, on ne raisonne pas par analogie, soit c'est I ou bien ce n'est pas I. Dans le code de la presse, la notion YouTube n'y est pas. Donc, pourquoi poursuivre alors les journalistes sur cette base? Je serais complètement à terre si aujourd'hui, le procureur de la République, dans sa sortie, me montrait une disposition claire dans le code de la presse pour me dire que à tel endroit, le législateur a martelé que parmi les réseaux sociaux, il y a YouTube qui en fait partie. Donc, les gens peuvent avoir les interprétations qu'ils veulent, mais avant d'élargir cette interprétation, il faut nécessairement avoir à l'esprit que nous sommes dans le cadre strict de
du droit pénal. Le droit pénal ne s'accommode pas avec les passions, le droit pénal ne s'accommode pas avec les émotions. C'est strict et c'est strict. Alors, maître, si on vous comprend bien, depuis une semaine que nos confrères sont là-bas à la BRI, c'est une procédure irrégulière qui est en train d'être conduite là. C'est bien ça? Procédure irrégulière, procédure alambiquée, j'avais dit tantôt que c'est un braquage juridique qui se fait. Vous pouvez mettre dans le panier tout ce que vous voulez. Donc cette procédure n'a rien de régulier, n'a rien de légal. Je me demande jusqu'à présent sur quoi on fonde véritablement cette poursuite dirigée à l'encontre des journalistes. Je vais ouvrir une parenthèse qui est quand même capitale par rapport à la sortie du procureur de la République, puisque si j'ai bien entendu ce qu'il a dit, il a dit qu'il a été saisi par le procureur général sur dénonciation du ministre de la Justice et du ministre du Commerce. Et donc, le 6 décembre, il s'est auto-saisi et a enclenché l'action publique. Mais c'est très bien, je lui dis bravo sur ce point. Je lui dis bravo par rapport à la promptitude avec laquelle il a réagi. C'est très bien. Mais de mémoire d'homme, je me souviens qu'il y a quand même des faits graves dans ce pays qui ont été commis par X ou par Y. Les faits ont été dénoncés par les organisations de défense des droits de l'homme. Le procureur de la République ne s'est pas auto-saisi, ne s'est pas précipité pour s'auto-saisir et diligenter des enquêtes. Donc, je me réjouirai dans le futur que si il y a dénonciation de X ou de Y, la rapidité avec laquelle il a fait preuve dans ce dossier, qu'il fasse preuve de la même rapidité dans les autres dossiers. Comme ça, les raisonnements et les interprétations seront impartiels. Je compte sur le procureur pour faire preuve de cette rapidité. Il est à ce poste, il est à l'aise, je m'en réjouis. Donc, j'aurais souhaité à l'avenir que la promptitude soit de mise dans tous les dossiers dans lesquels il y aura ou bien il y a dénonciation. Très bien. Alors, maître, nous savons que le procureur de la République reçoit directement ses ordres du ministère de la Justice, c'est son patron. Dans cette affaire, c'est le ministre de la Justice qui semble être le plaignant ou l'un des plaignants. Est-ce que ça ne vous embrouille pas finalement ou est-ce qu'on se retrouve dans ce dossier? Non, nous ne nous embrouillons pas dans cette affaire si... vous connaissez déjà le schéma qui se dessine, il n'y aura pas de problème. Parce que, en réalité, c'est le procureur, c'est le ministre de la Justice plutôt, qui a procédé à la dénonciation. Le parquet s'est auto-saisi. Le ministre de la Justice estime avoir été injurié, avoir été insulté par les journalistes aujourd'hui incarcérés. Et donc, le schéma est le suivant. Le procureur de la République aujourd'hui qui poursuit dépend directement du ministre de la Justice. En caricaturant, nous pouvons dire que le procureur est son subordonné. Et donc, c'est-à-dire le patron qui vient au boulot et qui dit à son subordonné que il y a telle personne qui m'a insulté, va lui faire cette commission de ma part. Est-ce que le subordonné aura le choix? C'est le schéma qui se dessine. Vous apprécierez. De toute manière, nous ne nous embrouillons pas. L'essentiel, c'est d'avoir le schéma en tête. Si vous avez ce schéma en tête, je crois que valablement que vous pouvez évoluer avec sérénité. D'accord, on a compris. Alors, quelle va être la suite maintenant dans cette affaire? L'opinion a envie de savoir. C'est vrai que nos confrères sont toujours en détention. Ils sont placés sous mandat de dépôt, vous l'avez dit, ils sont actuellement à la BRI. Quelle va être la suite? Seront-ils libérés dans les heures qui arrivent? Enfin, que va-t-il se passer, pour tout dire? Mais s'il avait le pouvoir de les libérer, je crois qu'ils seraient dehors depuis vendredi. Malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont des prisonniers. Ils sont placés sous mandat de dépôt.
Et donc, la procédure est au niveau d'un juge d'instruction qui instruit valablement le dossier avec toute l'indépendance qu'on lui connaît. Et donc, j'ai confiance quand même en cette justice. Je sais que le juge d'instruction qui instruit le dossier fera preuve d'indépendance jusqu'au bout. Naturellement, nous allons lui demander d'élargir en attendant, c'est-à-dire de libérer en attendant les journalistes le temps pour la procédure de suivre naturellement son cours. Donc, cette demande va se baser sur des arguments de pur droit. J'ai confiance en ma justice. Le juge d'instruction, je sais que il ne se laissera pas apprivoiser par les arguments ou bien les moyens que le parquet est en train d'avancer, lesquels moyens n'ont pas véritablement d'assises légales. Donc, est-ce que les journalistes seront libérés de sitôt? Je ne saurais le dire. Donc, je sais quand même que les poursuites engagées ne sont pas des poursuites légales. Et donc, si on devait dire et faire application du pur droit, déjà, à la fin de cette émission, je crois qu'il devrait normalement être dehors. Donc, c'est ça. Très bien. Ben, écoutez, on a compris. Maître Elong Padé, merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.